Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration. On commence. Bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Oriana Dobremetz, maman de 3 enfants et militante engagée sur les enjeux de la santé mentale maternelle. Son parcours a traversé l'ombre après une dépression postpartum reconnue seulement a posteriori et la douleur d'un monde professionnel qui n'a pas su, selon elle, l'accompagner. Mais de cette traversée est née une mission. Fondatrice du site ABC Mère, père aidante en périnatalité, secouriste en santé mentale, formatrice pour les entreprises et bénévole chez Maman Blues, Oriana a transformé sa douleur en engagement, en voix et en combat, pour redonner de la place à la voix des mères. Dans cet épisode, nous allons parler maternité, santé mentale, travail, transmission et résilience. Merci Oriana d'être ici aujourd'hui pour partager tout cela avec nous. Bonjour Oriana et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sybille. Alors pour commencer, est-ce que tu peux peut-être brièvement te présenter et nous dire ce qui t'anime aujourd'hui dans tes engagements ? Alors je m'appelle Oriana, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants qui ont 14, 6 et 4 ans. Je suis une ancienne communicante, j'aime bien le dire comme ça. Je suis anciennement directrice communication et en plein parcours de reconversion. Aujourd'hui, moi, ce qui m'engage particulièrement, c'est la santé mentale maternelle. Très bien, donc c'est le sujet effectivement qu'on va aborder aujourd'hui avec toi et si tu le veux bien, on va peut-être revenir au début, là où tout a commencé, donc à la naissance de ton premier enfant. Comment est-ce que toi tu as vécu cette période ? Alors, il faut savoir que c'est un enfant qui a été conçu grâce, je vais le dire comme ça, à un parcours de PMA. Je pense que c'est important de le préciser pour comprendre ce qui va suivre, parce qu'en fait, ce parcours a été évidemment, comme pour beaucoup de femmes, semé d'embûches. Il y a eu de longues attentes avant son arrivée. Il y a eu beaucoup d'échecs. Et en fait, si tu veux, il y a une médicalisation de la conception. Donc, il y a toute une période pendant laquelle, tu dois faire le deuil d'un enfant naturel. Et puis cette grossesse est miraculeusement arrivée. Elle a été normale, voilà, c'est une grossesse que j'ai vraiment appréciée. Et puis tout a clairement pris une autre tournure, un virage à l'accouchement. J'ai eu un accouchement que je catégorise aujourd'hui d'accouchement traumatique, parce que il a été déclenché. Mon fils était en détresse cardiaque et il a fallu déclencher l'accouchement pour qu'il puisse sortir plus rapidement. J'ai subi des violences obstétricales lors de cet accouchement il y a 14 ans, avec une expression abdominale, qui est une manipulation totalement interdite aujourd'hui, tu sais, sur laquelle on appuie sur le ventre de la maman pour faire sortir l'enfant. Oui. J'ai eu une épisiotomie sans anesthésie, puisque la péridurale ne fonctionnait pas, alors que je le signalais depuis le début. J'ai aussi subi des maltraitances verbales, parce que tu vois, 14 ans après, cette phrase qu'a prononcée la sage-femme est ancrée en moi, je pense, à vie. Mon fils est né avec un petit poids, il pesait 2,2 kg à la naissance, alors qu'il avait été évidemment annoncé à 3,2 kg. Et cette femme qui l'a pesé, alors qu'il venait tout juste de sortir de moi, m'a dit mais il est bien petit ce bébé, vous n'avez pas dû le nourrir sur le dernier mois de la grossesse. Tu vois, là, j'ai l'impression que la culpabilisation des mamans commençait à ce moment-là, alors que j'avais encore les jambes dans l'étrier. Dans les étriers. Et puis donc là, si tu veux, voilà, il y a eu ce moment à la maternité qui a été ni plus ni moins qu'un enfer, en fait, hein, qui était bien loin du moment tant attendu et idéal, ou en tout cas idéalisé, que j'avais en tête.
S'en est suivi après 4 jours à la maternité, un retour à la maison aussi un peu violent puisque mon ex-conjoint, donc qui était le papa de mon fils, a été obligé de me laisser seule pour rejoindre sa mère qui avait un problème de santé avec ce bébé, voilà, de quelques jours. Et je me suis retrouvée seule face à cet enfer et à plein de choses que je ne comprenais pas encore. Oui, donc du coup, effectivement, quelque chose de traumatisant à partir de l'accouchement, avec un parcours en plus compliqué au départ pour avoir cet enfant, et comme tu le dis, ouais, quelque chose d'idéalisé en fait au niveau de la maternité et du fait de devenir mère, qui finalement ne s'est pas passé comme toi tu l'aurais souhaité. Est-ce que ça a continué du coup dans les mois qui ont suivi? Comment tu as vécu ce postpartum effectivement? Voilà, on parle des quelques jours qui ont suivi l'accouchement. Comment se sont passés les mois suivants pour toi? Clairement, je pense que je me suis enfoncée de jour en jour parce qu'en fait, si tu veux, je reviens un petit peu sur cette part d'idéalisation dont on parle aux femmes. Tu sais, avec ce jour le plus beau là, le bonheur, voilà, le jour le plus beau de ta vie, c'est le jour de la naissance de tes enfants. Bah clairement pas en fait, clairement pas. C'est-à-dire que j'ai tellement souffert que j'ai ressenti comme une sorte de dissociation de moi-même au moment où il est sorti. Euh, et en fait, j'ai pas eu ce bliss dont tout le monde parle, cet instant de bonheur, ce coup de foudre au premier regard, je n'ai rien ressenti. Et en fait, si tu veux, je me suis enfoncée dans ce sentiment où j'avais une incapacité à ressentir une émotion, des émotions positives. Tu sais ce qu'on appelle l'anédonie. J'avais pas de plaisir à m'occuper de cet enfant. Je ne l'aimais pas. Et ça, c'est quelque chose de très déstabilisant pour une jeune maman et pour un premier enfant. J'avais des difficultés, voire clairement une impossibilité à identifier et à exprimer mes propres émotions. Tu sais, c'est aussi ce qu'on appelle l'alexithymie. Et en fait, j'avais juste besoin que cet enfant soit propre, qu'il n'ait pas faim et qu'il dorme. Et ça a duré 6 mois. Répondre aux besoins primaires en fait, effectivement, mais robotisé en fait. C'était robotique parce que voilà, il fallait qu'il soit en sécurité quoi finalement. Mais oui, sans attachement, cette dissonance effectivement en fait entre ce que tu avais pensé et ce qui se passait en fait au quotidien autour de toi, et sans pouvoir effectivement prendre conscience vraiment de ce qui se passait, parce que c'est ce que tu m'as dit quand on a échangé. T'avais pas vraiment conscience de ce que tu vivais en fait aussi à ce moment-là. Les choses étaient subies un peu en fait de jour en jour. Et qu'est-ce qui t'a manqué justement à cette époque? De quoi est-ce que tu aurais eu toi besoin justement pour vivre les choses autrement ou conscientiser tout ça? J'aurais eu besoin de savoir que bah, déjà ça existait, la dépression, après une naissance. Je te rappelle que c'était il y a 14 ans. On était quand même moins au fait des sujets de santé mentale et encore moins de santé mentale maternelle. Une mère qui avait un enfant devait être heureuse, point. C'est une injonction, c'est vrai que ça du coup en fait positive à la base, c'est vrai parce qu'on idéalise les choses, mais c'est une injonction, et le fait de ressentir complètement autre chose, ça déstabilise complètement, hein. On n'a pas d'autre possibilité que d'être heureuse. Alors que finalement, c'est pas une tempête, c'est un tsunami qui nous arrive. Donc j'aurais eu besoin de savoir déjà que ça existait, la dépression. J'avais vaguement entendu parler du baby blues, mais on est quand même bien loin du baby blues, hein. Le baby blues, je fais enfin un petit parallèle, mais le baby blues, c'est 15 jours, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une chute d'hormones. C'est ressenti par 80% des mamans. Au-delà de 15 jours, c'est plus un baby blues. Ça s'appelle autrement. Donc déjà, savoir que ça existait. J'aurais eu besoin de savoir que ça allait passer. J'aurais eu besoin qu'on me dise que j'étais une bonne mère. J'aurais eu besoin de soutien, en fait, d'informations, mais en amont de la grossesse. Pas une fois que je me retrouvais dans la situation de mal-être. J'aurais eu besoin aussi de pouvoir en parler à mon entourage, à des professionnels de santé. T'as vécu tout ça toute seule, du coup? Parce que tu parles de ton entourage ou de professionnels de santé. Est-ce que t'as essayé de consulter quelqu'un qui, justement, a pu comprendre ce que tu traversais? Ou quand t'en parlais dans ton entourage, qu'est-ce qu'on te disait? Il y a 2 personnes qui ont compris ce que je traversais à l'époque. C'est ma sœur, qui a été très très soutenante et très présente. Elle a pu être là et m'accompagner sur les quelques jours, tu sais, de retour de la maternité. Et une amie, voilà, une amie, une de mes meilleures amies, euh, qui a été là aussi pour moi et qui en reparle. On en reparle aujourd'hui avec beaucoup de recul de cette situation-là, mais qui m'a dit: je voyais bien que tu ne l'aimais pas, que tu ne
prenais aucun plaisir, etc. Et ce qui est compliqué à ce moment-là, c'est qu'à part ces 2 personnes à qui j'ai pu un peu exprimer, tu sais, un peu en murmurant, ou qui ont su lire à travers mes émotions, ou plutôt mon absence d'émotion, j'ai pas pu en parler, non. En fait, je me suis pas donné la possibilité. En fait, si tu veux, t'as pas le temps. Je suis tes jeune maman, tu dors pas la nuit, tu dors pas le jour, t'es dans ton quotidien, il faut que cet enfant survive. Euh, oui, parce que j'ai eu beaucoup de phobie d'impulsion aussi pour mon premier enfant et pour les 2 autres, mais j'ai eu beaucoup de phobie d'impulsion, c'est-à-dire que j'avais des pensées intrusives qui arrivaient dans la journée où je me voyais le noyer dans son bain. Tu vois? Et ça, c'est pareil, j'aurais aimé savoir que ça existait, que c'était normal dans des périodes de grande vulnérabilité ou de fatigue extrême de penser à ces choses-là, mais que c'est pas pour autant, c'est une pensée intrusive. Et les mamans qui ont des phobies d'impulsion, ce ne sont pas des mamans qui passent à l'acte, évidemment. Oui, c'est ça, c'est la différence, effectivement. Mais le fait de se dire que c'est normal dans ce contexte-là et de pas s'auto-culpabiliser en plus, parce que derrière, voilà, j'imagine qu'il y a cette pensée, et derrière, en plus, la culpabilité de se dire, mais enfin, et sans se dire peut-être, est-ce que j'aurais pu le faire ou pas, parce que sur le moment, voilà, comme on n'en parle pas, on peut pas forcément se dire, oui, c'est normal, parce que compte tenu de ce contexte, cette pensée, bah, elle fait partie du package, entre guillemets. C'est ça. Mais derrière, jamais pour autant, voilà, je serais passée à l'acte. Et de vivre ça toute seule, c'est encore pire, quoi, du coup. Parce qu'effectivement, comme tu le dis toi-même, tu t'es enfoncée, en fait. Parce que c'était vraiment l'effet boule de neige, mais voilà, négatif, effectivement, puisque chaque jour était bah, une pierre de plus dans ton sac à dos, quoi, finalement. Et où tu disais, mais j'arriverai jamais, en fait, à sortir la tête de l'eau. J'arriverai jamais à aimer mon enfant. Et comment c'est arrivé, du coup, tout ça? À quel moment est-ce que du coup toi t'as pu prendre conscience déjà de ce que t'avais vécu, comme tu le dis, c'était pas simplement de la fatigue ou un baby blues, mais bien une dépression postpartum. J'ai mis les mots là-dessus 3 ans après cet épisode. Ouais, ouais, c'est long, hein. C'est très très long. Et en fait, c'était assez compliqué de ne pas pouvoir en parler autour de moi parce que mon ex-conjoint, le papa de mon fils, était très dérangé par le fait que je puisse exprimer le fait de ne pas aimer cet enfant. C'était quelque chose qui le dérangeait foncièrement. Donc j'ai arrêté de le dire. J'ai arrêté de dire à cette époque-là, mais je crois que je l'aime pas. Tu vois? Donc il y a pas eu de soutien de la part de mon entourage, à part effectivement ce que je te disais, ma sœur est ma meilleure amie. Il y a pas eu de transmission maternelle non plus sur le fait que ça pouvait arriver, tu vois? De la part de ma maman, qui, elle m'a uniquement parlé de ses accouchements par siège, tu vois? On était plus dans la technique. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'avais traversé tout ça 3 ans après, parce que 3 ans après, je me suis séparée du papa de mon fils. Et j'ai eu besoin d'aller voir quelqu'un, un psychiatre. Euh, et c'est avec lui que je suis revenue sur tout ça et qu'on a posé les mots D'accord. de la dépression du postpartum. Ouais, c'est ça du coup. Donc là, c'est seulement à ce moment-là que, a posteriori, t'as pu bah, prendre conscience de ce que t'avais traversé, que ça avait un nom déjà, et que entre guillemets, oui, c'était pas juste dans ta tête ou que t'avais pas un problème à te dire, voilà, j'aime pas cet enfant. C'était lié à tout un tas de choses qui se sont accumulées, mais que t'as gardé pour toi. Et le fait de garder pour toi, de pas avoir pu externaliser les choses, ça a amplifié ce sentiment et c'est ce qui fait que, bah, comme tu dis, avec le temps, 3 ans après, t'en étais toujours au stade de dire oui, enfin j'ai pas su aimer cet enfant, mais sans comprendre ce qui se passait, et associer en fait le non-amour à l'enfant, alors qu'en fait non, l'enfant tu l'aimais, c'est juste que du coup c'est la situation qui a fait voilà que du coup tu percevais les choses de cette manière-là. Donc c'est là où c'est vraiment important de se dire ce que je vis c'est pas anodin et je dois pas garder pour moi, quand bien même l'entourage autour de nous, parce que tu le dis, ton propre conjoint à l'époque bah, te demandait de taire tes émotions. Et c'est ça qui est difficile en fait, parce que quand on traverse ce que tu as traversé, le fait de se taire, c'est s'enfoncer. Le fait de parler, c'est s'ouvrir effectivement sur la guérison et sur, bah voilà, effectivement, en tout cas, ouvrir des portes pour déjà conscientiser ce qui se passe. Et si tu veux, j'avais quand même il y avait quand même quelque chose en moi qui me disait que il se passait quelque chose de pas terrible. Parce qu'en fait, tu m'as posé la question de cette prise de conscience et les étapes de ma reconstruction. Et quand j'ai eu ce bébé, très rapidement, j'ai senti qu'il fallait que je ne reprenne pas le travail. Parce qu'en fait, j'allais louper des choses avec lui. Et j'allais en fait reprendre une activité dite normale dans une période dite complètement anormale. J'ai senti qu'il fallait que je me soigne, ou en tout cas que je trouve mon propre chemin de guérison. Et ma reconstruction, en fait, elle est passée par ce congé parental
que j'ai pris derrière, parce que j'ai pu passer 6 mois de plus avec ce bébé et me familiariser avec lui, apprendre à le connaître et développer ces sentiments maternels qui sont arrivés petit à petit sur sur cette première année, la première année de mon fils. Et dans les étapes de ma reconstruction, j'ai senti qu'il fallait que j'écrive et que je libère tout ça. Donc j'ai beaucoup écrit, mais j'ai surtout écrit à la sage-femme qui m'avait accompagnée, avec lesquelles j'avais fait des cours d'autonomie, pour lui raconter mon accouchement. Tu sais, à l'époque, ça se faisait par lettres. On n'envoyait pas des mails. Donc j'ai pris un beau papier à lettres et j'ai couché sur le papier tous mes mots. Euh, et je lui ai envoyé ça. Et cette femme m'a répondu. J'ai pas réussi à retrouver cette lettre, justement, quelques années après, même aujourd'hui, et c'est dommage. J'aurais aimé pouvoir la relire parce je me souviens à l'époque qu'elle m'a déculpabilisée, et qu'elle était très triste pour moi de ce qui se passait. Alors que pendant toute ma grossesse, j'avais eu une jolie connexion avec cet enfant à venir. Et j'ai aussi écrit au professeur de la maternité dans laquelle j'ai accouché, en lui expliquant ce qui s'était passé. Et en fait, j'ai pas eu de réponse, hein, de la maternité ni de ce professeur, parce qu'il y a quand même eu des erreurs, je pense, qui ont été faites lors de cet accouchement. La sage-femme qui m'a accouchée, Camille, je m'en souviens encore, est venue s'excuser, alors qu'on était en train de me recoudre, de la façon dont ça s'était passé. Tu vois, alors Oui. que j'avais pris le temps de faire un projet de naissance. Donc, si tu veux, voilà, j'ai écrit parce qu'en fait, vu que je ne pouvais pas dire à mon entourage, je l'ai couché sur le papier. J'ai envoyé mes lettres et ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, ça t'a permis d'extérioriser, même si c'était pas verbalisé à l'oral. En tout cas, oui, le message était sorti de toi, on va dire, pour pouvoir, voilà, de dire, ben, ouais, je me décharge de ce qui ne m'appartient pas, ou en tout cas de ce que j'ai besoin de transmettre. C'est puissant aussi, hein, de le faire à l'écrit. Le coaching, effectivement, parfois, il y a des outils. Et dans les réflexions, on peut proposer pour les personnes qui ont besoin d'extérioriser des choses, bah, de le verbaliser s'ils peuvent le faire, de l'écrire pour transmettre la lettre à la personne pour qu'elle le lise, mais parfois d'écrire, même si la personne ne lira jamais la lettre. Mais en fait, ça te permet, toi, de lâcher prise sur une partie des choses soit qui ne t'appartiennent pas ou qui ne t'appartiennent plus, ou alors de dire, bah voilà, la page est tournée, on va dire, la boucle est bouclée sur cette partie-là, mais j'avais besoin, pour le faire, bah, effectivement, que ça sorte, en fait. Parce que comme tu le dis depuis le début, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, en fait, intériorisées, gardées, pour tout un tas de raisons finalement. Mais ça, c'était une étape essentielle et c'est important que tu le soulignes justement. Donc il y a eu une réponse de ta sage-femme qui justement, en plus, tu le dis toi-même, tu as fait de l'autonomie. Et oui, l'autonomie, tu crées ce lien. Donc ce lien, il était déjà là en fait. Mais c'est tout ce qui s'est passé derrière qui a complètement bousculé, oui, la base en fait solide que tu avais déjà commencé à instaurer, à installer avec ton bébé. Mais tout était déjà quand même initié au départ. Donc ce qui fait, je pense que dans les mois qui ont suivi, comme tu as su t'écouter toi-même aussi, en te disant, bah voilà, de quoi j'ai besoin de passer ce temps avec ce bébé et pas de reprendre le travail tout de suite. Et ce qui a permis de recréer cette connexion malgré effectivement cette dissonance et cette dépression là que tu as subie effectivement sur les premiers mois enfin dès l'accouchement on va dire et sur les premiers mois de vie de ton bébé. Le travail est souvent un facteur aggravant de la dépression postpartum. Et ça, je tiens à le souligner. Il faut que les mères s'écoutent par rapport à ça. Est-ce que justement, par rapport à ça, on reviendra sur ton parcours après, mais je pense que c'est important qu'on en parle maintenant. Par rapport à la dépression postpartum, quels seraient peut-être les signes, là, du coup, qui sont marquants? Parce qu'on parle du baby blues, tu nous as déjà décrit plein de choses que toi, tu as vécues. Mais voilà, là, on parle de facteurs aggravants, on parle de tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a des éléments factuels, peut-être, là, que tu pourrais communiquer, qui pourraient parler à des mères qui nous écoutent et qui pourraient se dire, ouais, moi, je ressens ça, je me questionne, est-ce que c'est de la dépression ou pas? Parce que parfois, on se dit, non, c'est pas ça. Comme tu l'as fait, on continue, puis finalement, si. Oui, effectivement, il y a pas mal de signaux d'alerte, en fait, dus à la dépression postpartum. Il y a un épuisement. Ça, c'est le premier signal, mais qui est difficile à déceler parce qu'une mère qui vient d'accoucher, qui ne dort pas la nuit, c'est forcément une mère qui est épuisée. Mais il y a une fatigue. Il y a une fatigue écrasante, en fait, qui va persister, et qui va rendre difficile les gestes du quotidien, de la mère. Ça, c'est un signal vraiment puissant. Il y a aussi une tristesse persistante chez la mère qui est en dépression postpartum, euh, qui va, euh, qui va avoir des pleurs très fréquents, un moral vraiment très très bas et sans véritable raison apparente. Tu vois, ça c'est aussi un signal puissant. Il y a aussi des inquiétudes excessives de la mère
qui vont être souvent centrées sur la santé ou la sécurité du bébé. Tu sais, cette anxiété, cette hypervigilance très forte que le coparent va pouvoir déceler s'il y est attentif. Il y a aussi une incapacité à s'endormir. Tu sais, toutes ces difficultés de sommeil, c'est-à-dire que même quand le bébé dort, parfois la mère n'arrive pas à s'endormir ni même à se reposer. Toutes les difficultés liées au sommeil sont aussi des signaux d'alerte de la dépression. Et puis, tout à l'heure, je te parlais aussi des émotions, etc. Une femme qui est en dépression postpartum, elle aura plus de goût ni de plaisir pour les activités qui auparavant lui procuraient beaucoup de joie. Il y a une perte d'intérêt qui est aussi alarmante. Et puis les mamans qui se sentent mal, elles ont une tendance à s'éloigner de l'entourage, à éviter un petit peu les visites, les échanges. Il y a une sorte d'isolement social auquel il faut être vigilant. Je dirais également qu'elles ont un fort sentiment d'incompétence. Tu sais, cette impression de ne pas être à la hauteur avec une culpabilité constante au quotidien qui se retrouvera parfois dans leurs propos. Il faut faire attention à ça. Et puis parfois, et ça je tiens vraiment à le souligner, il y a des pensées envahissantes de désespoir. Elles ont parfois des idées noires. Certaines mamans ont envie de disparaître. Et ça, c'est le signal d'alerte le plus puissant. Il faut être vigilant parce qu'en fait, le suicide, c'est la première cause de mortalité maternelle en France dans les 1 an suivant l'accouchement. Exactement. Et dans ce que tu dis là, donc bon, la mère effectivement ou les mamans en tout cas là qui nous écoutent et qui peuvent ressentir tout ce que tu viens de décrire, c'est important de prendre conscience qu'elles sont dans cette situation et qu'elles peuvent se faire accompagner. Et l'entourage du coup qui pourrait constater ça, comme tu le dis, parfois on le voit, la personne ne répond plus aux invitations. Alors on le sait quand on vient d'avoir un bébé, parfois on répond moins aux invitations et c'est pas forcément ce qui fait qu'on est en dépression postpartum, mais en tout cas c'est tous les facteurs là que tu décris, les uns ajoutés aux autres, qui font que comment peut-être l'entourage peut aborder ce sujet-là avec la maman, ou qu'est-ce que l'entourage peut faire pour apporter son soutien et son accompagnement. Il y a plusieurs moyens qui sont à leur disposition. Il y a une association incroyable et pas encore assez connue à mon goût qui s'appelle Maman Blues, dans lesquelles il y a une référente bénévole dans chaque département avec une adresse mail. Donc il faut à tout prix contacter, même en tant que coparent, il faut à tout prix contacter cette association pour avoir une sorte de, alors pas de diagnostic, hein, c'est pas, on fait pas de la santé chez Maman Blues, mais en tout cas il y a un accompagnement très fort autour des vulnérabilités maternelles et des personnes qui peuvent écouter, conseiller et orienter, même les coparents. Et puis il y a un petit test à faire aussi. Parfois le coparent se sent en incapacité de poser ces questions-là. Il y a un test qui s'appelle le PDS, l'échelle d'Édimbourg, qui va donner un score sur 10 à la maman pour savoir si effectivement elle est dans un état vulnérable et s'il faut qu'elle consulte ou si elle est juste fatiguée. Le PDS. C'est un test qu'on retrouve sur Internet. Ouais, il est gratuit, en ligne. Il suffit de taper EPDS dans son moteur de recherche, de répondre aux quelques questions et d'avoir un petit score qui pourra alerter ou pas, soit la personne concernée, soit le coparent. Ok. Donc voilà, c'est déjà 2 ressources là qui sont importantes effectivement à avoir en tête pour les personnes qui vivent ou qui sont au contact de personnes qui pourraient vivre une dépression postpartum. Pas hésiter en fait, voilà, à faire le test et puis derrière à contacter effectivement l'association. On pourra revenir sur cette association un peu après, mais c'était important, je pense, de le préciser à ce moment-là de notre échange puisque ça fait sens avec ce qu'on vient d'évoquer. Donc Oriana, toi du coup, tu t'es reconstruite après ces étapes de vie, tu as continué ton parcours et tu as eu aussi 2 autres enfants. Oui. Donc, dont le troisième à l'âge de 40 ans. Oui. Et donc 10 ans après ton premier enfant. Et donc cette grossesse a marqué aussi un autre tournant pour toi, à la fois personnel et professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu à cette période et
comment ton entreprise a, quant à elle, accueilli cette grossesse? Alors justement, l'annonce de ma troisième grossesse à mon employeur a été, oui, tu as raison de le souligner, un vrai élément déclencheur dans tout ce qui va suivre, parce qu'en fait, il a assez mal réagi à cette annonce, puisque j'avais eu mon deuxième bébé en étant dans cette entreprise. Et mon employeur s'était mis en tête que c'était le dernier. Je pense qu'il avait décidé pour moi que c'était le dernier, parce qu'à 40 ans, on fait plus d'enfants, et que j'en avais déjà 2, ça suffisait. Donc, je lui ai annoncé que j'étais enceinte, et en fait, j'ai lu la déception sur son visage. J'ai senti, je l'ai vu physiquement accuser le coup de cette nouvelle. Ses épaules se sont abaissées, et j'ai lu la déception sur son visage comme si je faisais preuve de trahison. Euh, Ça a été un vrai choc pour moi. J'ai eu le sentiment de le décevoir. C'était terrible. Et en fait, de cette nouvelle a découlé une longue période d'ignorance, voire un peu de mépris de sa part. Euh, Ça a été très compliqué. Je me suis arrêtée assez tôt dans cette grossesse, parce que je ne voulais pas que mon bébé puisse ressentir des choses un peu, des facteurs environnementaux un peu négatifs. Et il y a eu des mots forts, hein, qui ont été prononcés par bah, voilà, ton employeur, effectivement, ton entourage professionnel, hein. Tu m'as dit voilà, qu'on t'a demandé si c'était un enfant désiré. Oui, on m'a demandé si ce troisième enfant était voulu ou si c'était un accident. Et je me suis dit que à l'époque, c'était en 2021 que j'ai annoncé ma grossesse. Je me disais, avec tous les moyens de contraception qui existent, ou même l'IVG, etc., si cet enfant est là à 40 ans, c'est que c'est vraiment un désir. Et puis, ai-je vraiment besoin de me justifier sur cette troisième grossesse? Dans le cadre professionnel, en plus, enfin, c'était complètement déplacé, hein. Et tu le dis, tu l'as dit, voilà, t'as exprimé une phrase assez marquante dans un de tes posts LinkedIn. Tu disais, voilà, ce n'est pas moi qui ai quitté le monde du travail, c'est le monde du travail qui a abandonné la mère que j'étais devenue. Je trouve que Exactement. cette phrase est très forte. Est-ce que voilà, tu peux nous dire, bah, voilà, ce que tu veux dire par là et combien de temps aussi tout ça a pris pour toi? De cette nouvelle a découlé, donc, je te disais, une longue période de mépris et d'ignorance de sa part. Et en fait, ces 2 épisodes de maternité, entre la dépression il y a 14 ans, la difficulté aussi à trouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, avec un deuxième enfant et puis un troisième enfant. A priori, ces 2 événements, ces 2 épisodes étaient isolés, mais en fait, je pense qu'ils avaient finalement un lien que j'ai compris, donc, bah, je dirais il y a 1 an et demi, 2 ans. Je me suis demandé quelle était la place pour la maternité en entreprise. En fait, tu vois, j'ai mis plus de 13 ans à assimiler que cet événement personnel de dépression, et puis, ben, j'aime pas le dire comme ça, mais en fait, bah, cette mise au placard professionnel, m'était pas arrivée par hasard, m'était pas arrivée au hasard. En fait, ces 13 années, j'ai cheminé, je me suis interrogée à la fois sur la place des mères en entreprise, mais également sur la place des troubles psychiques maternels dans le monde du travail. Et en fait, ces 2 données qui m'ont particulièrement préoccupée, elles ont fini par se rencontrer bah, pour faire qu'un seul et même projet. C'est ça, et on dit souvent, voilà, dans les ruptures, c'est là que naissent les plus beaux engagements. Et du coup, voilà, de cette traversée, finalement, est née, on va dire, une forme d'engagement très particulier dont tu vas nous parler, la paire aidance, du coup. Et concrètement, peut-être avant de parler de ton parcours en lui-même, peut-être pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle, qu'est-ce qu'est être père aidante? Qu'est-ce que ça signifie au quotidien? Oh, au quotidien. Alors peut-être qu'il faut expliquer ce qu'est la pérédance, parce qu'en fait, justement, j'ai entamé ce processus de reconversion où j'ai abandonné la communication pour passer à un diplôme universitaire de pérédance en santé mentale et neurodiversité. La pérédance, elle naît dans les années 60, d'abord aux États-Unis, tu sais, avec les alcooliques anonymes, c'est-à-dire que en fait, c'est une personne qui a elle-même souffert d'un trouble psychique, qui en est rétablie et qui va pouvoir aider ses pairs justement sur le chemin de la guérison. En fait, tu vas te servir de ton savoir expérientiel, de ton vécu, pour pouvoir aller accompagner des personnes qui sont en pleine souffrance. En fait, j'ai justement compris que mon savoir expérientiel dont je te parle, c'était ma plus grande force. C'est-à-dire qu'en fait, je me devais
de transformer cette dépression postpartum et toutes les difficultés maternelles qu'on a évoquées ensemble en quelque chose de plus grand que moi et surtout au service des autres mères. Je me suis rendu compte que ma plus grande ressource était finalement l'adversité que j'ai réussi à vaincre. C'est un petit peu le chemin de la résilience dont tu parles tout à l'heure. Je suis convaincue aujourd'hui que la pérédance périnatale, elle a vraiment des apports uniques et puissants parce qu'en fait, elle repose, et quels que soient les troubles que tu vas pouvoir accompagner, les troubles psychiques que tu vas pouvoir accompagner, il existe aujourd'hui de la pérédance pour les troubles neurodiversité, donc borderline, TDAH, schizophrénie, bipolarité, quels que soient les troubles psychiques que tu accompagnes, elle va reposer sur un lien d'égal à égal. En fait, elle est fondée sur l'expérience vécue, sur l'écoute empathique et sur l'absence de jugement. Selon moi, les missions fondamentales de la pérédance périnatale, vont s'articuler autour de deux axes. D'une part, il y a ce côté sensibilisation, prévention, information, en amont peut-être de la grossesse ou en amont de l'accouchement. Et d'autre part, il y a l'accompagnement. Et en fait, c'est aujourd'hui ce que je souhaite faire pour toutes les mères. C'est-à-dire leur apporter de l'information concrète pendant et après la grossesse, sur les émotions normales, sur les signaux d'alerte, sur les ressources disponibles. Avoir une parole déculpabilisante, c'est-à-dire que entendre que ce que je ressens est normal ou que je ne suis pas la seule à vivre ça est un facteur puissant qui va désamorcer ce sentiment de honte ou d'isolement dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a cet espace d'écoute horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'évaluation. La père aidante, la personne qui va accompagner et écouter, elle sera perçue comme un miroir bienveillant. Tu vois, il y a une sorte de légitimité parce qu'en fait, elle est passée par là. Et c'est en ce sens-là que la père aidance, elle va devenir un outil de rétablissement, en complément des approches médicales. Attention, ça c'est très important pour moi de le dire. Elle va permettre un effet miroir qui va être réparateur, voire aujourd'hui qu'une autre mère s'est relevée, va aider à se projeter dans un possible après. Ça va restaurer l'espoir, qui est quand même un ingrédient clé du rétablissement. La péridance, elle légitime la souffrance aussi. Elle va pas minimiser, elle va pas médicaliser les émotions, elle va valider le vécu. Elle va reconnaître ce qui fait mal. Et en ce sens, je pense que cela suffit pour commencer à guérir. Tu vois, il s'agit d'un accompagnement à petits pas, la père aidante, où le père aidant peut soutenir la reprise d'activité, la revalorisation des compétences parentales, la resocialisation. Et tout ça, c'est autant de leviers du processus de rétablissement en santé mentale. Elle se situe dans une suite logique de réassurance, de réhumanisation de la relation d'aide. Tu vois, en fait, tel que je l'imagine, la pérédance, elle va agir en prévention primaire, c'est-à-dire qu'elle va renforcer les facteurs de protection psychique, elle va créer du lien social et elle va faciliter l'accès précoce aux soins, si besoin. Tu sais, ces soins qui m'ont si cruellement manqué, dont j'ai cruellement manqué. Elle va compléter les dispositifs existants parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il n'existe rien pour les mères. Mais en tout cas, elle va les compléter en apportant ce que ni la technique ni la distance professionnelle médicale ne peuvent apporter, ne peuvent donner, c'est-à-dire une présence sensible, une présence incarnée, inspirante, qui va être à la fois réconfortante et mobilisante. Elle ne va pas remplacer les soignants, mais elle va créer un pont entre le silence des mères et la parole thérapeutique. Ouais, c'est ça, effectivement, en se basant, comme tu le dis, sur le vécu personnel, donc qui devient une ressource en fait pour aider les autres mères. Alors c'est pas forcément une légitimité, c'est pas ça, mais c'est que du coup tu puisses ta force en fait dans ton propre parcours pour réussir à comprendre, même si du coup voilà tu mets de côté tes propres filtres parce que ton expérience est unique et le but c'est de rentrer dans la carte du monde de l'autre personne pour essayer de comprendre ses difficultés à elle, mais avec un socle de base qui est compris parce que vécu et qui permet voilà aussi à la personne d'être en confiance parce qu'elle se dit, comme tu dis, elle s'en est sortie de par son parcours. Et oui, on sort vraiment effectivement de l'isolement et ça, je pense que c'est vraiment important quand on voit ton parcours. Donc du coup, tu avais choisi, toi, effectivement, de ton côté, de rédiger ton mémoire sur cette thématique-là. Donc tu as validé effectivement ta certification, enfin ton DU, du coup, il y a quelques temps. Est-ce qu'aujourd'hui,
par les connaissances que tu as du coup pu acquérir, tu dirais que la pérédance commence à être reconnue en France, ou est-ce que c'est encore difficile de créer sa place? Parce que voilà, on le disait, il y a le corps médical. La pérédance, c'est une alternative qui vient effectivement compléter ce que le corps médical peut apporter. Est-ce que c'est assez connu aujourd'hui? Est-ce que voilà, où est-ce qu'on peut retrouver peut-être les informations sur tout ça aussi pour contacter des personnes qui font ce que tu fais? La pérédance, elle est encore méconnue en France, même si elle tend vraiment à s'étendre plutôt dans les domaines de la santé mentale. Aujourd'hui, il existe beaucoup de formes de pérédance. Il y a de la pérédance familiale, il y a de la pérédance médico-sociale, il y a de la pérédance en santé mentale, et de plus en plus d'associations et d'hôpitaux, de structures de soins, quels que soient les dispositifs en psychiatrie ou autres, ont recours à la pérédance. Ça me donne beaucoup d'espoir quant au métier. Le métier est en train de se structurer. On est petit à petit en train de créer des fiches de poste pour les pères aidants, en train de faire reconnaître les formations qui délivrent ce diplôme, puisqu'il en existe plusieurs en France. Il y a des licences de médiateurs en santé père, il y a des diplômes universitaires de père aidance à Lyon, Paris, Bordeaux. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se forment à la pérédance professionnelle et plus à l'entraide. Et ça, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, le métier se professionnalise, donc je suis pleine d'espoir par rapport à ce qui va se passer au sujet de la pérédance. Et de plus en plus de services de psychiatrie ont recours aux pères aidants. C'est compliqué parce que selon les psychiatres avec lesquels on travaille, il faut les convaincre de l'utilité de la pérédance, et ça c'est encore on a encore un long chemin à parcourir. Le 9 octobre dernier s'est tenu le premier colloque du réseau de pérédance français, et ça c'est chouette parce que ça donne de beaux espoirs par rapport au métier. Et donner de la visibilité aussi, effectivement, à travers tout ça. Et ce que tu dis là, du coup, oui, c'est que le corps médical peut lui aussi, en fait, donner de la visibilité s'ils sont convaincus, bah, effectivement, de l'intérêt et de la complémentarité. Parce que parfois, la difficulté, c'est qu'effectivement, bah, vous n'êtes pas médecin en tant que père aidant, mais le truc, c'est que vous ne vous revendiquez pas médecin. L'idée, c'est vraiment d'être là en complément, toujours dans un souci de se dire, voilà, de manière très holistique, comment est-ce qu'on accompagne la femme, effectivement, si on prend le cas de la pérédance en santé mentale et en périnatalité, comment est-ce on accompagne une mère dans ces étapes de manière la plus holistique possible, avec effectivement d'un côté le corps médical, mais aussi en complément cet aspect-là. Et c'est ça qui, je pense, est difficile encore aujourd'hui, parce que il faut que les mentalités évoluent là-dessus. Mais le fait que ça se professionnalise, c'est vrai que du coup, c'est rassurant aussi, tant pour le corps médical, pour que eux prennent confiance effectivement en votre métier, pour vous, parce qu'effectivement, ça vous donne une légitimité aussi. Et puis pour les personnes qui se font accompagner, de se dire, voilà, j'ai pas affaire entre guillemets à un charlatan ou à quelqu'un qui va m'imposer sa manière de voir les choses. Non, mais quelqu'un qui va justement, tout ce que tu as précisé avant, cette bienveillance, cette écoute, cette disponibilité, le fait voilà de se mettre à disposition d'eux, avec à disposition des ressources, etc. Mais in fine au service de la personne et dans son unicité, parce que la personne que tu vas accompagner le matin ne sera peut-être pas la même que celle que tu vas accompagner l'après-midi ni le lendemain, et c'est vraiment ça qui est important du coup à conscientiser aussi, pour se dire pourquoi est-ce que je ferais appel à une père aidante si j'en ai besoin du coup. Tu dis aussi souvent, devenez mère, comme si vous changiez de boulot. Renseignez-vous, préparez-vous, informez-vous. Alors je trouve que c'est puissant comme phrase. Euh, et cette volonté en fait d'agir, on le ressent à travers tout ce que tu dis depuis le départ, parce que la communication et l'information, c'est quand même beaucoup ce qui a manqué. Et même à travers la pérédance ou Mama Blues dont tu parlais, il y a quand même cette notion d'information qui est vraiment inhérente aussi à tous ces sujets. Et toute cette volonté d'agir, là, t'as mené à créer ABC Mère, donc qui est un site ressource pour toutes les mères. Quelle est finalement la mission d'ABC Mère? À qui s'adresse ce site? Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver concrètement? ABC Mère, c'est une plateforme en ligne qui a été imaginée à partir de mon vécu de vulnérabilité maternelle.
C'est une initiative qui est née de mon expérience de la dépression postpartum, où je me suis retrouvée face à l'isolement, c'est ce qu'on se disait, face au manque d'informations, et puis face à l'absence de relais adaptés. En fait, il m'a semblé primordial de créer un espace de soutien qui a été pensé par une mère et pour les mères. Ce site, cette plateforme, cet outil, je sais pas, on peut lui donner plein de noms différents, elle est là pour répondre à un besoin majeur, identifié justement dans l'accompagnement périnatal et dans mon vécu personnel. C'est l'accessibilité à des ressources simples, diversifiées et adaptées aux réalités émotionnelles des femmes enceintes et des jeunes mères. Il s'agit avant tout d'un travail de curation que j'ai imaginé et que j'ai pensé comme une réponse comment dire, à la dispersion et à l'inaccessibilité des nombreuses ressources qui sont déjà pourtant existantes autour de la maternité. Et dans un contexte aujourd'hui où je trouve que l'information est abondante, mais en fait souvent morcelée, elle va être difficile à identifier. Et puis une jeune mère qui est en difficulté, elle a pas le temps, pas l'énergie pour aller passer des heures sur la toile à chercher des choses. Ce site, il va justement jouer un rôle d'intermédiaire en proposant une sélection qui va être organisée et qui va surtout être adaptée aux besoins des mères selon leur étape de vie. En fait, j'ai voulu rendre visible l'invisible. Et j'ai voulu offrir à travers ce site internet une navigation qui va être intuitive, à travers donc ces contenus qui sont fiables, qui ont été vérifiés par mes soins. Et justement, j'ai souhaité favoriser un accès qui va être simplifié à des outils qui sont souvent méconnus des mères. Je vais pas créer du contenu inédit, si tu veux, sur ABC Mère, mais je vais centraliser en fait les ressources existantes en les organisant autour de thématiques concrètes qui vont respecter les différents styles de prise en main et surtout les niveaux d'énergie des mamans. Tu vois ? C'est ça, du coup, effectivement. C'est pas l'idée de créer. Voilà, créer quelque chose de nouveau. Des fois, on dit, oh, j'ai pas les infos. C'est pas vrai. Les infos, il y en a même trop, comme tu dis. Et effectivement, le fait qu'il y en ait trop, on cherche, mais on a le début d'une info à gauche, la fin d'une info à droite, et c'est ça qui est compliqué, clairement. Et ce qui est très bien fait sur ta plateforme, c'est ça, c'est que t'as mâché le travail. Ouais, ABC Mère, c'est un acteur de médiation entre la mère et l'information. En fait, il va valoriser ce qui existe déjà, d'accord ? Il va lui donner une portée peut-être un petit peu plus humaine, un petit peu plus synthétique, un petit peu plus accessible. Et justement, ce qui fait la force du site aujourd'hui, c'est que ce site, en fait, il sera toujours inachevé. Et c'est ce qui me plaît là-dedans. Il est en constante évolution, il est en construction, d'accord, au sens technique, etc., et éditorial. Mais en fait, je veux qu'il reste inachevé. Parce que ça va être là, justement, que va être un de ses atouts. C'est qu'il va s'enrichir continuellement de nouvelles ressources. Il va s'adapter aux besoins des mères. Il va intégrer des contenus plus récents, des formats diversifiés. Il va répondre à des sujets qui vont être encore peu explorés. En fait, si tu veux, cette plasticité, elle fait partie de la philosophie d'ABC Mère parce que je veux pas figer l'information, mais je veux proposer plutôt un espace en mouvement où une maman qui est venue il y a 2 mois, elle retrouvera pas justement le même contenu, ni les mêmes ressources qu'elle a lu il y a 2 mois auparavant. Et en fait, ça va se renouveler au fil des rencontres, au fil des lectures, au fil des expériences partagées. Tu vois, je pense que prochainement, je vais faire un petit article sur ABC Mère pour parler de mercredi. Parce que c'est aussi une nouvelle ressource pour les mamans. Et c'est justement cette possibilité d'ajouter indéfiniment, je trouve, qui rend le projet aussi personnel que collectif. Oui, c'est ça. Et où finalement, chaque maman peut s'y retrouver, en fait. Parce qu'effectivement, elles aussi, elles évoluent dans leur rôle de maman. Et ce dont elles avaient besoin il y a 2 mois, ce ne sera pas ce dont elles auront besoin dans 2 mois non plus. Donc c'est ça qui est vraiment puissant. C'est cette capacité à trouver rapidement l'information parce que tout est au même endroit. Mais en même temps, chacune peut aller piocher ce dont elle a besoin parce qu'il est très bien fait. On peut s'y retrouver en fonction de l'étape, effectivement, si on est voilà, enceinte, en postpartum, etc. On a vraiment toutes les informations. Et voilà, comme tu dis, c'est quelque chose de vivant qui est en constante mouvance. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le préciser parce que des fois, la difficulté, et c'est difficile pour toi par contre, parce que ça te demande effectivement voilà, d'avoir un travail constant de mise à jour. Mais
par ta curiosité et ton métier aussi, voilà, c'est ce que tu aimes faire aussi justement pour toi-même, des fois déjà d'être au courant de tout ce qui se fait et de tout ce qui peut se passer pour toi-même être informé, mais de donner accès en fait à cette information, c'est vraiment d'une puissance très forte pour les mamans. Parce que du coup, chacune, en fait, on a des informations et si on la communiquait à une copine, à une voisine, à une amie, ben, on pourrait peut-être l'aider pour elle une situation à venir qu'elle va rencontrer, qu'elle ne voilà, donc elle n'imagine peut-être même pas maintenant. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans l'essence d'ABC Mère. Et oui, voilà, enfin, c'est vrai que ça ressemble à ABCDR et je trouve que c'est pas pour rien, mais parce Oui. qu'effectivement, on peut vraiment retrouver, voilà, en fonction de ce que je recherche, je peux aller retrouver, une ressource, un outil, une définition, peut-être même parfois. Et là, par exemple, on parlait de la dépression postpartum, bah, tout simplement, des fois, de se dire, mettre des mots sur ce que je vis. Et grâce à ça aussi, on peut retrouver des ressources sur ces thématiques et sur d'autres pour se dire, bon, bah voilà, je ne suis pas toute seule en fait. C'est vraiment ça. On sort de l'isolement. Donc la pérédance, effectivement, permet de sortir de l'isolement d'une certaine manière, mais ce site-là permet aussi de sortir de l'isolement d'une autre manière parce qu'on a accès à une information qui est claire, qui est synthétisée, où voilà, tu redonnes effectivement bah, ta patte en fait à la manière dont c'est construit, mais tu ne réinventes pas de nouveaux outils alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont aujourd'hui à disposition, mais qui sont juste pas forcément accessibles en un claquement de doigts. Exactement, et la structure du site, elle va reposer sur les temps forts que tu as évoqués, c'est-à-dire que la maternité, la grossesse et le postpartum, la vie de la mère, et en fait, pour chaque étape c'est une entrée intuitive en fait, selon l'étape de la vie de chaque utilisatrice. Et justement, tout à l'heure, je te parlais de ressources et de richesse des ressources, c'est-à-dire que je vais leur proposer, en fonction des capacités qu'elles ont et de l'envie, de la motivation, de l'énergie qu'elles ont, je vais leur proposer des lectures, romans, bandes dessinées, autobiographies, témoignages. Je vais leur proposer d'écouter des podcasts, parce que parfois c'est plus simple d'écouter en allaitant ou en donnant le biberon. Je vais leur proposer de regarder des documentaires, des films, des contenus issus sur les réseaux sociaux. Si j'ai des mamans un peu geeks, elles pourront scroller sur des comptes intéressants. Des liens aussi vers des associations de soutien, ça me semble indispensable. Il y a aussi des applications mobiles qui pourront les accompagner. Des sites, des blogs, etc. Bref, en fait, si tu veux, chaque article que je vais publier sur ABC Mère, il va suivre une structure qui va être volontairement synthétique pour s'adapter aux contraintes du quotidien des mères. Je vais pas produire une critique exhaustive ou une analyse approfondie de la ressource, c'est-à-dire que je vais plutôt lui en proposer une présentation concise et sensible. Je commence par une mise en contexte qui va être brève, qui situe la ressource dans un paysage émotionnel, la solitude, la reconstruction, la charge mentale, la violence, l'épuisement, etc. Bref, des sujets qui nous concernent. Ensuite, l'article, il va développer les apports spécifiques de la ressource en mettant en lumière justement ce que la mère pourra y trouver de soutenant. Tu sais, avec ce petit paragraphe qui s'appelle les plus. Parfois, elles n'ont même pas besoin de lire l'article en entier. Elles peuvent directement aller à la fin et voir si les plus que j'évoque leur correspondent, les intéressent. Et je vais rendre en fait disponible ce que j'aurais moi-même aimé trouver il y a 14 ans. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que j'incarne avec la création de ce site le principe même de la pérédance, c'est-à-dire transformer une épreuve en ressource pour d'autres. Tu vois, je propose non seulement un outil, mais une présence indirecte. Tu sais, je suis issue de la communication, faut pas l'oublier, donc je propose un soutien numérique, mais avec cette dimension humaine. Tu vois, je suis là derrière. Puis il y a un formulaire de contact, on peut éventuellement discuter si elles en ont besoin, si elles ont besoin de ressources plus spécifiques par rapport à une problématique que j'aurais pas forcément traitée, si elles ont besoin de me soumettre des idées. En fait, je veux mettre au service de toutes celles qui traversent la maternité dans tous ces versants lumineux, comme dans ces zones d'ombre, les informations. Tu vois, c'est vraiment pour moi ce rôle de ressource active du père aidant. Je prétends pas remplacer l'accompagnement professionnel, mais je viens le compléter par une offre, bah voilà, qui me ressemble, une offre qui est incarnée, mais qui peut aussi apporter du soutien à d'autres mères. Ça s'inscrit en fait dans une démarche de pérédance un peu informelle, mais structurée, parce que mon but c'est quand même de réduire l'isolement, de valoriser l'expérience partagée et de faciliter le repérage de relais professionnels si elles en ont besoin. Oui, c'est ça. En fait, dans tout ce que tu proposes, à chaque fois, voilà, tout a la même ligne directrice, en fait. Attirer ta force bah, de ces difficultés que tu as pu rencontrer. Et aujourd'hui, voilà, avec ce besoin d'informer, de sortir de l'isolement, ça permet aux personnes voilà, de pouvoir se dire, bah, j'ai les associations, j'ai la pérédance, j'ai cet outil qui est en ligne. Voilà, il y a tout un tas de choses qui, aujourd'hui, grâce à cet épisode, bah, va sortir un peu
plus, on va dire, encore de l'ombre pour les personnes qui, du coup, vont écouter l'épisode et se dire bah oui, je pensais pas que ça existait, ça peut me servir à moi, ou alors pas du tout, mais j'écoute cet épisode, mais je sais que j'ai la copine là qui a peut-être besoin de ça, et du coup voilà, petit à petit aider aussi à se dire bah en fait il y a des choses qui existent et comment y avoir accès. Donc ça, bien sûr, je remettrai moi du coup en descriptif du podcast tous les liens pour pouvoir retrouver toutes les ressources dont on parle aujourd'hui. Et donc ton engagement va au-delà aussi des mères, entre guillemets uniquement, mais ça va aussi s'étendre à la sensibilisation des entreprises, puisque tu as conçu une formation à destination de managers et de dirigeants, qui s'intitule du coup Santé mentale des mères, un nouveau regard sur les difficultés maternelles en entreprise. Pourquoi c'était important pour toi d'aller aussi toucher du coup ce secteur de l'entreprise? Bah, tu l'as compris avec mon histoire personnelle, le monde du travail a clairement été aussi un élément et un facteur déclencheur de tout ce qui s'est passé. Et on n'arrête pas d'être mère en reprenant le travail, en fait. Tu vois, qu'il s'agisse, qu'on le reprenne à 2 mois et demi après le congé mat, ou qu'on le reprenne à 3 ans après le congé parental. En fait, il y a une citation qui dit travaille comme si tu n'avais pas d'enfants et élève tes enfants comme si tu n'avais pas de travail. En fait, c'est complètement utopique et très très hypocrite. Et pour moi, il fallait lever le voile sur les difficultés traversées par de nombreuses femmes à leur retour de congé maternité. Je te l'ai dit tout à l'heure, la reprise du travail est un facteur aggravant ou déclencheur de la dépression postpartum. C'est une période de grande vulnérabilité qui va rester un impensé social et qui va creuser les inégalités hommes-femmes. Donc je me devais de faire quelque chose là-dessus. Et à travers ça, du coup, qu'est-ce que tu aimerais peut-être que les entreprises comprennent de cette période de vie, et aussi quelles peut-être actions simples ou tout simplement une posture managériale RH pourrait faire la différence en fait pour accompagner ces mères dans cette étape de reprise du travail? Je voudrais que les employeurs, les managers, les fonctions dirigeantes, les RH prennent conscience des bouleversements de la maternité. Et c'est ce dont je parle aussi dans ma formation. Je leur explique, je leur donne des témoignages, je leur fais écouter des choses. Je leur montre aussi des choses. Je voudrais qu'ils revoient aussi leur représentation concernant la santé mentale des mères. Et je voudrais qu'ils renforcent l'aide apportée aux mères en reprise d'activité. Et en fait, à l'issue de cette formation, les professionnels dont on parle, les fonctions dirigeantes, sont en mesure de discerner les troubles liés à la maternité et par conséquent, du coup, d'identifier les signaux même faible, d'une détresse psychique maternelle, ce dont on a parlé tout à l'heure, et d'autres encore. Je leur propose aussi des ressources, et j'aimerais que ça leur permette d'accompagner et de soutenir les mères en souffrance. J'aimerais aussi que les managers ils puissent avoir les clés pour accueillir avec compréhension et prévenance l'annonce d'une grossesse et faciliter la reprise de poste de leurs collaboratrices. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le re-onboarding. Et grâce à ça, ils peuvent garantir le maintien d'un équilibre vie pro et vie perso. Et c'est ce qu'apporte cette formation. À la fois un regard sur les difficultés maternelles et les difficultés maternelles en entreprise, les signaux d'alerte, même faibles, et les actions à mettre en place avec ces femmes-là quand elles reviennent. Donc là, c'est très concret finalement pour que ce soit très parlant effectivement pour les entreprises avec alors une prise de conscience, l'idée au départ, et effectivement derrière des moyens qui leur permettent, et de déceler les signaux, mais aussi de se dire, voilà, je suis équipée entre guillemets parce que j'ai compris comment ça fonctionnait, mais aussi voilà, peut-être de définir effectivement ces étapes de re-onboarding qui sont très importantes effectivement dans le cadre de la reprise du travail. J'ai moi-même du coup dans le cadre de ma formation de coach rédigé un mémoire sur comment le coaching peut lui aussi accompagner le re-onboarding maternel. Donc c'est une des clés qui peut effectivement être à disposition des entreprises, mais effectivement de se dire il y a des moyens autres que juste les moyens administratifs en fait, et elle reprend son poste, etc. Alors oui, il y a toute une partie administrative à mettre en place dans le cadre de la reprise, mais il y a surtout une partie humaine à accompagner, et la femme qui part en congé maternité n'est pas la même que celle qui revient. Parce que celle qui part est déjà enceinte, donc du coup c'est déjà pas la même qui n'était pas enceinte au départ, mais alors quand elle part, elle n'a pas encore son bébé dans ses bras, et quand elle revient, c'est une autre personne. Il y a un autre petit être qui est entré dans sa vie. Enfin, tous ces repères, il y a différentes transitions identitaires principalement qui viennent entrer en jeu, et c'est des facteurs qui sont effectivement très importants à prendre en compte au niveau des entreprises, parce que sinon c'est qui tout double quelque part. Ça peut être un re-onboarding complètement réussi avec une mère qui est accompagnée
et qui du coup va se sentir aligné, avoir accès à de la flexibilité, etc., sans faire preuve de rigidité, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de comprendre de quoi a besoin cette personne et les personnes dans l'entreprise, et pas uniquement de se dire, on va proposer ça parce qu'on pense que c'est une bonne idée. Oui, mais de quoi la personne a vraiment besoin? Parce que l'idée de l'entreprise n'est pas forcément ce dont la personne a besoin aussi. Et il y a tout un tas de choses qui peuvent entrer en jeu, mais effectivement, déjà comprendre le mécanisme de changement et de transition d'une femme dans ce contexte-là, c'est déjà le minimum. Et cette formation, je pense qu'elle est, encore une fois, tout ce que tu fais, je trouve que c'est passionnant. Mais là-dessus, relier effectivement le monde de l'entreprise. Enfin, moi, c'est une des thématiques effectivement de mercredi aussi. L'idée, c'est de parler des mères, mais de parler aussi effectivement du monde de l'entreprise, parce que on n'a pas une vie pro et une vie perso. Et ta phrase là était très juste. Donc merci du coup d'avoir créé cette formation et de permettre en tout cas aux entreprises de pouvoir avoir accès à de la ressource, une fois de plus, à de l'information au service effectivement des femmes, mais in fine, ça va leur servir à eux aussi, puisque derrière, ils peuvent fidéliser la collaboratrice, attirer des talents aussi, en fait, parce qu'effectivement, une entreprise qui est engagée sur ces sujets-là, forcément, le cercle est vertueux derrière aussi, hein. Donc toi, Oriana, tu es également secouriste en santé mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer là aussi ce que ça signifie et en quoi ce rôle peut compléter aussi tes actions en périnatalité? J'ai passé la formation de secouriste en santé mentale un 8 décembre. Et c'est important, merci pour ta question parce que c'est vraiment important que tu me la poses parce qu'elle a fait aussi partie des moments un petit peu clés de cette reconversion et puis un peu de cette reconstruction aussi. Parce que j'ai découvert tout un univers de santé mentale que je connaissais peu, mal. Et cette formation de secouriste en santé mentale qui a été délivrée par Premier Secours en Santé Mentale France, ça a été une révélation pour moi. J'ai passé 2 jours extraordinaires, 2 jours durant lesquels on apprend à accompagner une personne, à l'écouter, à l'orienter, à la rassurer, etc. Et du coup, pour apprendre à faire ça, on nous a, la formatrice qui a été aussi un vrai coup de cœur professionnel et puis derrière amical, nous donne les clés de compréhension des troubles psychiques. Et elle nous explique ce qu'est une crise d'angoisse, elle nous explique ce qu'est la bipolarité, elle nous explique ce que sont les addictions, drogue, alcool, jeux. Euh, Elle nous parle beaucoup aussi des pensées suicidaires et nous explique et nous donne des clés pour accompagner une personne qui souhaite mettre fin à ses jours, voilà, quelles ressources, etc., etc. Et en fait, cette formation de secouriste en santé mentale, c'est une formation citoyenne. Tout le monde devrait passer ça. Tout le monde devrait avoir cette certification. Parce que ça vient compléter mon engagement, parce qu'en fait, ça m'a fait prendre de la hauteur. C'est-à-dire que, oui, ok, je me suis spécialisée, si je peux me permettre de le dire comme ça, dans les difficultés maternelles. Mais au-delà des difficultés maternelles, il peut y avoir des troubles psychiques inhérents, d'ailleurs, à une personne, à une maman. Et ça m'a donné effectivement toutes les clés d'une compréhension plus globale de la santé mentale. Oui, c'est ça, du coup, parce que là, cette formation-là, elle n'était pas spécifique, effectivement, à la périnatalité, pardon, elle était vraiment sur quelque chose de plus global, mais quelque part, oui, en accompagnant les mères au quotidien, il y a tout ce qui gravite autour. Et elles peuvent elles-mêmes être confrontées aussi à des environnements, parfois, où elles peuvent être au contact d'autres personnes. Et l'idée, c'est effectivement, là, encore une fois, d'avoir un accompagnement toujours aussi holistique et d'avoir cette vision plus globale. Ça ouvre aussi pour toi cette vision et c'est riche. Donc c'est 2 jours, tu dis, cette formation-là? Oui, c'est 2 jours, c'est délivré par PSSM, Premier Secours en Santé Mentale France. Je suis désolée, je vais leur faire un peu de pub, même s'ils ont rien à y gagner. C'est nous qui avons tout à y gagner. Enfin, très clairement, moi aujourd'hui, si je croise une personne dans la rue qui est en détresse, qu'elle soit en train de faire une crise d'angoisse ou qu'elle ait des envies suicidaires, je sais comment l'accompagner. Je sais quoi faire. Je sais comment la prendre en charge avant, bien sûr, que les secours arrivent ou qu'elle ait évidemment un accompagnement d'un professionnel de santé. Et j'ai surtout une connaissance plus globale des troubles psychiques en santé mentale et en neurodiversité.
Mais c'est très bien voilà, de le préciser aussi. Est-ce qu'il y aurait un annuaire ou quelque chose comme ça aussi, des personnes qu'on peut contacter qui auraient fait cette formation, des personnes qui auraient ce bagage en fait et qui pourraient accompagner des personnes qu'on pourrait avoir dans notre entourage? Sur le site de PSSM, il y a donc les enjeux, les objectifs de la formation, mais il n'y a pas les secouristes qui ont passé cette formation. En fait, je pense que... Non, il n'y a pas d'annuaire pour répondre à ta question. Il y a un annuaire des formateurs qui ont passé la formation de formateurs accrédités PSSM et qui, eux, diffusent Oui. cette formation et cette certification, enfin voilà, faut créer des secouristes en santé mentale, voilà. Mais il n'y a pas de personne, enfin il n'y a pas d'annuaire des secouristes en santé mentale en France. Mais tu serais étonné si t'en parlais un petit peu autour de toi parce que je suis persuadée que il y a des gens qui ont la certification autour de toi et que tu ne le sais pas. Et en fait, ça permet aux personnes d'être vigilants, d'être bienveillants dans le sens bien veiller sur les autres, en fait, au même titre qu'on peut avoir une formation de secouriste type SST en entreprise, mais du coup qu'on peut aussi, voilà, enfin, on peut se former en fait à ce type de formation à titre personnel, et où finalement, oui, dans la rue, s'il y a un malaise cardiaque ou autre, ben, on peut intervenir de la même manière. Donc, c'est pas marqué sur notre Exactement. front, mais finalement, c'est une ressource en fait que certaines personnes peuvent avoir, mais là je suis d'accord avec toi. C'est des ressources auxquelles, oui, chaque citoyen devrait effectivement avoir accès parce qu'on peut être amené à rencontrer des personnes en détresse psychologique et on peut être vite démuni effectivement par rapport à ça ou faire des raccourcis peut-être malheureusement parfois trop vite. Et en fait, je pense que certaines réactions qu'on peut avoir peuvent même des fois amplifier l'état de santé de la personne sous couvert même d'une bonne volonté au départ, hein. Il faut aller, tu as complètement raison, il faut aller sur le site de pssmfrance.fr pour avoir toutes les informations. Et la formation, elle vous donne vraiment un plan d'action pour aider une personne qui ne va pas bien. En fait, je crois que j'ai tout dit, cette phrase, elle veut tout résumer, tu vois. Et cette personne qui va pas bien, ça peut être un proche, ça peut être ta meilleure amie qui vient de se séparer, ça peut être ton collègue qui descend dans sa voiture pour aller boire de l'alcool pendant sa pause de midi. Tu vois, ça peut être ta grand-mère qui est en dépression parce que les seniors sont aussi un public qui est très touché. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer beaucoup de secouristes pour le podcast Apprendre à aider de PSSM, qui est une ressource incroyable aussi et qui finira de convaincre les personnes qui hésitent encore à faire la formation de secouriste. Très bien, mais je vous mettrai le lien aussi du coup de ces ressources-là pour que vous puissiez aller écouter Oriana, elle aussi, présenter son podcast, mais aussi avoir accès aux ressources dont elle vient de parler. Et justement, donc je fais le lien avec l'association Mama Blues dont on a parlé au début. Donc là, par contre, effectivement, donc, autant on peut pas retrouver un annuaire des secouristes, autant par contre sur Internet, on peut retrouver cette association Mama Blues. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Quel est ton rôle, toi, peut-être, du coup, dans cette association? Maman Blues, c'est une association, c'est un site non médical de soutien, d'écoute et de conseil dans le cadre de la difficulté maternelle. En fait, c'est de l'entraide, mais c'est de la pérédance non professionnelle, tu vois. Maman Blues, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et en fait, si vous allez sur le site, il y a plusieurs façons en fait de pouvoir se faire accompagner et aider par Maman Blues. Moi, je suis bénévole au sein de l'association, évidemment. Et je m'occupe avec la présidente qui est Élise Marsande, je m'occupe des groupes de parole sur la région du 69. Et en fait, vous allez pouvoir vous informer grâce à Maman Blues. Vous allez pouvoir trouver du soutien. Vous allez pouvoir partager votre vécu et aussi trouver des ressources. Et tout ça se retrouve sur le site de Maman Blues. Vous allez pouvoir vous tourner vers des mères, voilà, et des bénévoles, des référentes qui ont aussi vécu la même chose que vous grâce au forum. Il y a aussi des groupes de parole qui se tiennent en visio ou en présentiel selon les régions. Et en fait, c'est un espace qui va permettre aux mères de témoigner librement sur leurs difficultés maternelles sans être jugées.
en fait, sans être interrompu par des propos un peu consolateurs, etc. On minimisera pas leur souffrance chez Maman Blues. On va juste leur permettre d'échanger avec d'autres mamans, de façon anonyme si elles le souhaitent. On va leur permettre aussi d'être orientées, écoutées, et d'avoir des contacts de professionnels de santé au plus proche de leur lieu d'habitation. Et c'est ce que je vous disais, voilà, localement et en fonction des équipes, il y a des échanges d'expériences qui sont proposés toute l'année et c'est gratuit et sur inscription. Il faut vraiment pas hésiter à se tourner vers Maman Blues. Et Oriana, du coup, pour toi, quelles sont les prochaines étapes à venir maintenant? Alors les prochaines étapes, c'est de continuer jour et nuit, non je plaisante, mais de continuer à alimenter ABC Mère. Évidemment, c'est primordial pour moi. Ça demande beaucoup de travail parce que il faut quand même se dire que toutes les ressources dont je parle, je les écoute, je les lis, je les regarde et avec attention, je les annote, j'y retourne. Donc ABC Mère doit continuer à s'enrichir. J'ai cette formation aussi que je lance en fait voilà, avec l'ouverture prochaine de mon cabinet de père aidante périnatale. Voilà, je souhaite avoir une partie de père aidance institutionnalisée, c'est-à-dire que je vais rejoindre une équipe mobile de psychiatrie périnatale pour être père aidante aux côtés des infirmières, des psychiatres et des pédopsychiatres et aller directement chez les mamans qui viennent d'accoucher pour pouvoir les accompagner, toujours en complémentarité des professionnels de santé. Donc ça, c'est plutôt la partie institutionnelle de mon métier. Et il y a cette partie plus militante avec des projets comme ABC Mère, ce cabinet dont je te parle, et cette partie formation que je veux vraiment et que je souhaite encore plus développer. De beaux projets à venir, du coup, et que tu relèveras avec succès, j'en suis convaincue. J'espère, merci Sybille. Si tu pouvais t'adresser peut-être aujourd'hui à la jeune maman que tu étais toi à la naissance de ton premier enfant, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors, ce que je dirais à la jeune maman, mais pas seulement, si tu me permets, et ce que je dirais aussi à toutes les mères qui traversent cette tempête, je leur dirais d'abord qu'elles ne sont pas seules, que cette tempête qu'elles traversent ne définit pas leur valeur, ni leur capacité, ni leur avenir. Je leur dirai que la fatigue et la culpabilité, que le sentiment de ne pas être à la hauteur ne sont pas des preuves d'échec, mais juste des signes qu'elles donnent tout, et chaque jour. Je leur dirai que ce brouillard finira clairement par se lever, que de cette période naîtra une force incroyable et une clarté sur ce qui compte vraiment, et peut-être une nouvelle vocation ou un nouvel engagement. Je leur dirai aussi qu'un jour elles transformeront cette douleur en engagement, ou pas, mais en tout cas, ça c'est ce que je me dirais à moi. Je lui dirais qu'un jour elle transformera sa douleur en engagement et qu'elle tendra la main peut-être à d'autres mères, qu'elle deviendra cette voix qu'elle aurait voulu entendre. Je leur dirais aussi de se pardonner, de ralentir, de demander de l'aide sans honte, et surtout de croire qu'elles méritent, elles aussi, de la douceur, de la reconnaissance et de la lumière, parce qu'un jour tout ce qu'elles auront traversé prendra sens, et qu'elles se découvriront plus fortes, plus libres et surtout plus alignées que jamais. Bah, c'est très joli et très bien dit en tout cas, et je pense qu'effectivement ça aurait fait du bien à Oriana d'il y a 14 ans d'entendre d'entendre tout ça. En tout cas, je te remercie énormément pour bah, voilà, l'authenticité dont tu as su bah, faire preuve aujourd'hui dans le cadre de cet échange. Merci pour ta confiance, pour ton engagement en tout cas à rendre visible du coup ce qu'on tait encore trop souvent. Donc je remettrai effectivement, je le redis encore une fois, mais c'est important, en lien tout, voilà, tout ce qui concerne les ressources qu'on a pu évoquer ensemble aujourd'hui, parce que c'est important dans la ligne directrice de ce podcast que l'information soit transmise. Ton parcours est vraiment une preuve qu'on peut transformer la douceur en force, effectivement, et qu'à plusieurs, on peut bâtir un vrai village de soutien. Alors merci encore Oriana, et à très bientôt pour un prochain épisode de Mercredi. Merci Sybille, merci pour tout. Merci à toi.